Harry Roselmack, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir dans vos bureaux. Avec plaisir. Et surtout merci de prendre de votre temps parce que le temps est compté et que vous êtes très pris. En tout cas, un grand merci. Alors je voudrais commencer par une citation. Un jour on demandait à Oscar Wilde qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. Je suis toujours en train de m'étonner moi-même. C'est la seule chose qui rend la vie digne d'être vécue. Harry Roselmack, et vous, qui êtes-vous? Pas évident de répondre après Oscar Wilde. Mais pour avoir déjà répondu à cette question, je dirais que je suis né humain et que je cherche à comprendre ce que ça veut dire. Ah, Depuis ma naissance, je cherche à comprendre ce que ça veut dire, mais vraiment, pas de façon superficielle, mais vraiment que d'être un humain. c'est votre définition, d'accord, ok. Donc nous sommes, je dirais, on a peut-être un point commun, c'est que vous et moi, nous cherchons, vous et moi, nous cherchons à la fois à connaître l'humain et puis finalement aussi à essayer de se connaître soi-même. Exactement. C'est important. Est-ce que en quelques les grandes lignes de votre carrière, est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes lignes de votre carrière? Euh, alors les grandes lignes de ma vie de recherche sont passées par l'école républicaine française qui m'ont amené à faire des études de journalisme après le bac. J'ai fait un DUT de journalisme, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, maintenant c'est un master. Et j'ai fait des études d'histoire avant de commencer à travailler, alors tout en travaillant à la Poste, parce que ma maman travaillait à la Poste, donc j'étais étudiant salarié à la Poste pendant un an, et ensuite j'ai commencé à travailler dans le journalisme, dans une radio qui s'appelait Média Tropical, qui depuis a changé de nom, qui est une radio qui s'adresse aux Doméens, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais de la grande région parisienne. J'ai travaillé dans cette radio de 94 à 2000, de l'automne 94 au printemps 2000. En 2000, je suis parti à Radio France. J'ai saisi la chance de partir sur le réseau des radios des France Bleu. Donc pendant un an, j'ai sillonné l'Hexagone dans différentes stations où je remplaçais des titulaires qui étaient soit en vacances, soit indisponibles pour cause de maladie. Et suite à cette année dans les locales, j'ai atterri à France Info, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc j'ai été 4 ans présentateur de journaux à France Info, alors qu'auparavant je faisais plutôt du reportage en local. Et puis ensuite, le hasard des rencontres m'a amené à faire un petit peu de télé. J'ai travaillé pendant que j'étais à France Info à la chaîne Météo. Puis ensuite, l'une des grandes rencontres de ma vie professionnelle, ça a été Bernard Zecri, qui était à l'époque le patron des rédactions de Canal+ et d'ITélé. Alors lui m'a fait franchir ce petit Rubicon qui sépare la radio de la télé. Donc j'ai travaillé à Canal+, où je présentais le journal de la mi-journée dans une émission qui s'appelait Nous ne sommes pas des anges à l'époque sur Canal. Et je présentais le journal de 18h sur iTélé. Et après un an de ce régime, j'ai été appelé par le patron de TF1 de l'époque, Patrick Lelay, qui m'a proposé de remplacer dès l'été suivant, donc l'été 2006, Patrick Poivre d'Arvor à l'exercice du 20h. Et bon, là, le parcours est devenu beaucoup plus public à ce moment-là, avec donc le 20h, 7 à 8 à la rentrée de septembre 2006. Et puis voilà, depuis une émission qui s'appelle L'Immersion, et puis plein d'autres choses. Je suis devenu un entrepreneur, multi-entrepreneur. J'ai monté ma société de production, et j'ai plusieurs autres sociétés dans lesquelles je m'épanouis à la rencontre d'autres humains Super. voilà, qui essayent aussi de comprendre qui ils sont, et on essaie de faire des choses ensemble pour les autres. C'est génial. Et tous les dimanches soirs, tous les week-ends, on vous retrouve sur le 7 à 8 sur TF1. Et là, dans cette connaissance aussi du monde, de l'humain. Vous vous définissez, et vous avez bien raison, vous êtes un immense journaliste, vous rentrez dans le salon de millions de téléspectateurs. Les téléspectateurs vous connaissent. Est-ce que le journalisme, pour vous, est un miroir? Autrement dit, lorsque vous présentez, vous avez présenté le journal télévisé, vous proposez des reportages, est-ce qu'à chaque reportage, j'irai, il y a un rebond sur vous-même, vous apprenez à vous connaître à ce moment-là? Ça dépend du reportage.
toute activité qui s'intéresse à l'humain est un miroir, parce qu'en apprenant des autres, on apprend sur soi-même forcément. Maintenant, un reportage de JT donnera moins d'informations sur moi que la série documentaire en immersion que j'ai faite pendant plusieurs années sur TF1, où là, j'étais présent, compris d'ailleurs à l'image, mais où l'expérience était une expérience d'empathie avec la personne que je rencontrais pendant plusieurs semaines et que j'essayais de les percer à jour, je sais pas, mais en tout cas de connaître mieux et de partager avec les téléspectateurs qui regardaient ce format les ambitions, les revendications, les états d'âme, etc. Oui. Quelle est la toute première définition que vous pouvez donner du journalisme? Qu'est-ce qu'un journaliste? Alors, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui traite d'un élément, d'une donnée fondamentale à l'être humain, qui est l'information. Nous sommes de l'information, nous sommes nés de l'information, nous fonctionnons grâce à de l'information, l'éducation c'est de l'information, à partir du moment où un bébé ouvre les yeux, il capte des informations, il les assimile, il en reproduit certaines, et donc le journaliste c'est un professionnel de l'information, et à ce titre-là, il a beaucoup de responsabilités, il a aussi un rôle social éminemment important. Donc pour moi, le professionnel de l'information est quelqu'un de très important, surtout dans la société d'aujourd'hui où on a tendance à perdre de vue ce qu'est une information, enfin j'ai envie de dire digne de ce nom, une information en tout cas. Et alors, qu'est-ce qu'une information digne de ce nom? Une information, c'est une assertion, une affirmation ou la diffusion de l'affirmation de quelqu'un qui est traitée. Qui est traitée avec des méthodes. Oui. Et non pas des choses qui sont postées comme ça, qui sont lancées comme ça. C'est le résultat, c'est le fruit d'un traitement. D'accord. Alors, je reviendrai sur ce que vous venez de dire. Mais tout à l'heure, il y a un truc qui m'interpelle, je l'ai en tête depuis tout à l'heure, vous avez dit un immense journaliste. Je ne sais pas comment on mesure l'importance, la taille d'un journaliste. Si l'aura que vous avez, enfin à la fois l'aura, à la fois le professionnalisme, un immense journaliste, et puis vous êtes grand. Vous me flattez, mais... Non, mais en tout cas, c'est sincère. Je voudrais l'écrivain Gilbert Ségron. Il affirme il y a deux sortes de journalistes. Ceux qui s'intéressent à ceux qui intéressent le public, premièrement, et deuxièmement, ceux qui intéressent le public à ceux qui les intéressent. Dans quelle partie vous situez-vous? Ceux qui s'intéressent à ceux qui intéressent le public, ça Oui. c'est plutôt moi. D'accord. Mais ceux qui intéressent le public à ceux qui s'intéressent, oui. C'est aussi moi. Je suis un peu des deux finalement. Si on devait faire vraiment une distinction, moi je pense qu'il faut... Je pense que le journalisme et singulièrement le média en ligne a cette capacité que n'a pas le média digital d'intéresser le public à des gens ou à des choses qui ne les intéresseraient pas a priori. Donc, d'élargir la vision, d'élargir le champ des possibles, le champ de réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. J'ai un peu peur que cette technologie tout digitale dans laquelle c'est bien aussi que la relation ne soit pas que descendante. Oui. De celui qui informe vers celui qui est informé. Celui qui est informé, il a aussi des envies, des droits, et c'est bien qu'il puisse les explorer. Néanmoins, la tendance et le piège de ça, c'est que on finit toujours par s'intéresser à ce qui nous intéresse. Il y a peu de gens qui ont la curiosité intellectuelle d'aller vers des domaines sur lesquels ils sont soit mal à l'aise, sur lesquels ils ont peu d'intérêt, etc. Donc il y a un piège à ça, et je crois que le journalisme, c'est l'écriture aussi. Mais c'est ouvrir les esprits, c'est ouvrir le champ de réflexion et poser des mots, des équations, des interrogations dans des domaines voilà, qui sont des domaines d'inconfort aussi parfois pour la personne qui reçoit. Alors, ouvrir des interrogations, poser des questions, mais c'est aussi chercher des réponses.
est-ce que le journaliste déjà cherche des réponses? La question, Harry Roselmack, est la suivante. Euh, Quelle est la part de vérité dans l'information? Ce qu'on entend souvent, et qui plus est, durant cette année de pandémie, on a vu sur plusieurs chaînes de télévision ou de radio, n'est-ce pas, finalement des informations se contredire. Quelle est la part de vérité et où se trouve la vérité dans l'information? L'information n'est pas l'histoire. L'information n'est pas figée. L'information, c'est quelque chose qui vit, qui évolue. Donc la vérité dans l'information, c'est la vérité de l'instant. La vérité dans l'information, c'est une vérité relative. C'est la vérité que, en toute bonne foi, avec les outils technologiques, intellectuels, les méthodes qui sont les siennes, le journaliste va partager. C'est ça la vérité de l'information. Mais la vérité de l'information, elle évolue. La vérité de 15h30 n'est pas forcément celle de 16h. Encore une fois, c'est un matériau qui évolue. Et c'est tant et si vrai, avant ça se voyait pas trop, parce qu'avant, on avait 2 grands-messes par jour. On avait le 13h et le 20h. Bon, le 20h du mardi, on voyait qu'une situation avait pu évoluer par rapport aux 20h du lundi. Oui. Néanmoins, c'était quelque chose qui n'était pas frappant. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que comme on a des chaînes toute info, on la voit vivre, on la voit évoluer cette info. Et parfois, à 15h, on va vous dire quelque chose de différent de ce qu'on vous a dit à 14h30. Et donc là, on voit justement ce côté vivant de l'information. Donc la vérité du journaliste, la vérité de l'information, c'est une vérité relative. Il ne faut pas chercher dans le journalisme une vérité absolue. La vérité absolue, elle est fixée plus tard par l'historien, par celui qui a un regard introspectif. Donc, par la justice. Oui, mais alors, est-ce que... Plus ou moins Oui. abouti. Mais néanmoins, voilà. Mais est-ce qu'on ne mélange pas la vérité de la réalité? Parce que c'est intéressant ce que vous dites, le concept temporel, la temporalité de l'information. Comme vous dites, une information à 15h30 n'est pas celle de 18h. Et les reportages que vous faites, même sur les JT, ils vont filmer un instant T. Donc là, c'est une réalité. Cependant, ne faut-il pas passer par la réalité pour découvrir, enfin pour essayer de comprendre cette vérité qui se cache derrière aussi? Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs dimensions dans la vérité. Si on parle de la vérité dans l'absolu avec un V majuscule, il ne faut pas aller voir du côté des journalistes. En revanche, si on cherche des vérités de l'instant, c'est-à-dire l'opposé d'une contre-vérité finalement. Parce que la vérité du journalisme et du journaliste, elle a quand même une vertu. C'est que c'est quand même l'opposé d'une manipulation, d'une dissimulation ou d'une distorsion. Parce que le journaliste, encore une fois, ses méthodes, sa probité, son éthique, le poussent à retranscrire ce que lui, au moment T, a pu observer, a pu relever comme témoignage, etc. Oui, c'est ça. Mais donc elle a quand même un intérêt, cette vérité-là. C'est pas une vérité absolue, mais elle a quand même un intérêt, et un intérêt très important. Oui, il y a une hiérarchie de la vérité en fait. Voilà, oui. C'est différents stades en tout cas de la vérité. Harry Roselmack, juste avant de parler de votre ouvrage, c'est un cercle d'anthropologie, donc à la fois de connaissance de l'homme et de philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, l'étymologie. Le journalisme, c'est l'amour de quoi? Le journalisme, c'est l'amour ou, c'est un bien grand mot, ou au moins l'intérêt pour le monde. Donc l'amour du monde. Tel qu'il fonctionne. Donc l'amour du monde, on peut le dire comme ça. C'est ça, l'amour du monde. Vous voyez que le journalisme et la philosophie se rejoignent, c'est c'est extraordinaire. Alors je voudrais... Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, Harry Roselmack, dont votre dernier ouvrage publié l'année... Vous savez que j'ai eu du mal à le trouver, tellement qu'il est vendu. Donc félicitations. Je vais en parler à mon éditeur. Ah, oui, j'ai eu du mal à le trouver, mais donc tout d'abord félicitations. Normalement il est disponible dans toutes les bonnes librairies, et puis en ligne aussi. Voilà, c'est ça. Alors tout d'abord mes félicitations, vous l'avez publié l'année dernière, Nouvelles d'après 20 heures. Alors tout à l'heure vous avez fait le lien entre le journalisme et l'écriture. Pourquoi
avez-vous eu besoin d'écrire? Parce qu'on vous écoute, je dirais, vous êtes le spécialiste de la parole, et maintenant on vous découvre comme un spécialiste de l'écriture. Bah, mon besoin d'écrire précède largement ma vocation et ma carrière de journaliste. Donc ce besoin d'écrire, il est fondateur, j'ai envie de dire. Et ce besoin d'écrire, c'est même l'une des raisons qui m'ont entraîné vers cette carrière de journaliste. Donc aussi, c'est quelque chose effectivement de fondateur que j'ai pas pu forcément explorer, même si je n'ai aucun regret, mais autant que j'aurais pu le faire, j'aurais pu essayer de devenir écrivain, parce que c'est le genre de vocation qu'on peut tenter sans garantie d'y parvenir. Mais voilà, j'ai pas de regrets et voilà, j'ai écrit un roman, j'ai écrit un film, j'ai écrit un recueil de nouvelles, j'ai écrit des choses pour moi aussi, j'écris sur Instagram, voilà, des petites pensées Oui, vous êtes un grand quotidiennes philosophe, ou quasi oui, c'est ça. quotidiennes, bon voilà. Sur Instagram, Pas de vous publiez frustration. en effet des phrases philosophiques vraiment qui Des appellent aphorismes à la et des réflexion. punchlines, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur votre livre de nouvelles, donc de petites histoires. Et je voudrais citer votre confrère, l'écrivain et journaliste britannique Will Self. Et voilà ce qu'il affirme. Il dit: le journalisme est une tâche, l'écriture des romans est un art, le journalisme est fonctionnel, l'écriture des romans est universelle. Comment réagissez-vous finalement à ce parallèle entre le journalisme et l'écriture? Je suis assez d'accord avec ce qui est dit Will par ce Self, confrère, par Will Self, même si j'ai envie de déclassifier un peu l'art et de ne pas le réserver à certaines activités. Je pense que toute activité poussée à son paroxysme peut devenir de l'art. Un footballeur qui pousse son jeu, sa technique, euh, son, son, sa perception à son paroxysme peut faire de l'art. vous définissez comme un artiste? Oui, Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? c'est quelqu'un qui est libre et qui exprime cette liberté. Je pense exprimer, moi, ma liberté. J'ai pas de. Je ne me mets pas d'interdit à proprement parler. C'est votre définition de la liberté. Ne pas se Ma, mettre d'interdit. ouais, ma définition de la liberté, elle recouvre à peu près ça, de pas se mettre d'entrave, euh, respecter, parce que la liberté, c'est pas l'irrespect des règles, mais c'est juste au-delà de ces règles qui ont un objet auquel, en tout cas, moi, je, enfin, je consens, hein, et auquel je participe. Je ne me mets pas d'entrave supplémentaire. Je pense que c'est la liberté. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui exerce pleinement sa liberté, quel que soit ce qu'il fait, Oui. quitte à définir parfois ses propres règles, ses propres techniques. Vous écrivez, vous êtes un artiste de la parole, je dirais de l'écriture. Vous écrivez pour vous avant tout ou pour les autres? Alors ça, c'est une très bonne question. J'avais le débat il n'y a pas longtemps avec un de mes amis qui est artiste, peintre, sculpteur, auteur et compositeur, interprète aussi, et qui fait de l'art contemporain. Donc, je dirais quand même que la différence entre l'art littéraire et l'art contemporain, par exemple, c'est que il y a évidemment une forte part de soi dans l'art littéraire, mais un minimum de contraintes qui sont liées au fait qu'on s'adresse aux autres et qu'on va être perçu par l'autre de façon, j'ai envie de dire, euh, indissociable de cet art. L'artiste contemporain, me semble-t-il, il livre de lui-même, évidemment, mais je suis pas sûr qu'il se mette le même impératif de, de décryptage et de lecture par celui qui va regarder. Il espère que celui qui va regarder ressentira, déchiffrera même son message. Mais
dans l'art littéraire, il y a quand même une grosse part qui est tournée vers l'autre, vers le lecteur. Donc c'est un savant mélange des deux. Mais comme disait Will Self, effectivement, ce que je recherche moi dans l'art littéraire, c'est de repousser ces contraintes, repousser ces murs de l'art journalistique qui est très contraint par les faits, par C'est la ça. réalité, par le fait de devoir être absolument compris par le plus grand nombre. Dans l'art littéraire, ces restrictions-là existent, mais sont moins importantes, Et vous essayez évidemment. donc de je dirais, vous venez de le dire, de repousser les limites. Lesquelles? Lesquelles limites en fait? En vérité, là, en l'occurrence, il s'agit de repousser ce qui sont des contraintes légitimes et des contraintes essentielles au métier de journaliste. D'accord. Encore une fois, il s'agit de respecter les faits, il s'agit de respecter une chronologie, il y a tout un tas de choses que vous devez respecter quand vous écrivez un article, et que vous n'êtes pas obligé de respecter du tout quand vous écrivez une histoire de fiction. C'est ça, tout à fait. Mais alors, les nouvelles que vous écrivez, là, quand je les ai lues, la première réflexion que je me suis faite, même avant de le lire, quand je l'ai acheté, je me suis dit, tiens, le titre m'interpelle, parce que ce sont des nouvelles. Euh, Est-ce que vous avez écrit les nouvelles, comment dirais-je, parce que vous avez peur, d'une certaine manière, que ce soit trop long et actuellement les gens ne lisent que des choses très courtes, que des histoires courtes et non pas des romans. Quel a été votre Alors c'est pas par peur, le parce que ressenti ou il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Je veux dire, en tout cas dans l'activité, Oui. voilà. Et même dans la perception que peuvent avoir les gens de ce que je fais, je suis pas. Il y a des gens qui font pas des choses par peur que les gens les jugent de telle ou telle manière. Moi, c'est pas mon cas. Ouais. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Ça, Euh, Après, effectivement, le sens de ces nouvelles, quand on a commencé à les écrire d'ailleurs avec mon ami Michel oui, Douard, mon co-auteur, on les a postées sur Facebook. C'était vraiment pour nous un moyen de se dire, de résister un peu contre cette disparition de la lecture de fiction, en tout cas dans une certaine génération. On lit beaucoup de choses, on lit des posts, on lit des commentaires, on lit des observations, on lit des articles, mais on lit assez peu, je trouve, d'histoires de fiction, et effectivement la nouvelle c'est une façon assez simple de se remettre dans ce type de partage qui me semble essentiel, qui sollicite l'imaginaire. Euh, Quand vous regardez une fiction sur Netflix, Amazon, Disney, les personnages, vous les voyez, la façon dont ils parlent, vous l'entendez, vous n'avez pas de liberté, votre imaginaire ne travaille pas comme quand vous lisez une histoire, vous imaginez la physionomie du personnage, la façon dont il se déplace, dont il parle. Alors il y a des indications dans le livre évidemment, mais j'ai tendance à dire que moi que le lecteur, il fait une partie du boulot oui. dans une fiction littéraire. Alors que quand vous regardez quelque chose sur un écran, vous faites plus cette partie de travail, et du coup, le cerveau, il travaille différemment. Et donc voilà. Alors, à Rioselmac, on a parlé donc du journalisme, de l'écriture. Je voudrais parler de la lecture. Vous avez utilisé ce mot lire à plusieurs reprises à l'instant. Quelle est votre première définition de lire, de la lecture? Que veut dire lire? Parce que c'est tellement un mot qu'on utilise, voilà, on l'utilise tous les jours. Je vais lire un article, je vais lire. Mais finalement, que veut dire lire? Non pas à quoi Pour ça moi, sert, mais lire, que veut dire lire? bah, j'allais presque vous dire à quoi ça sert, parce que lire, c'est déchiffrer. Mais à quoi ça sert, pour moi, lire, c'est comprendre. Euh, pour moi, la compréhension d'un problème, d'une problématique, euh, du monde tel qu'il est, ça doit passer par la lecture. En tout cas, la lecture, c'est le moyen le plus efficace de bien comprendre. Moi, quand je dois travailler sur un sujet, euh, je ne vais pas écouter des conférences, je ne vais pas mettre des vidéos ou des audios, je vais lire sur la thématique. Et ça, c'est le meilleur moyen pour moi de comprendre. Donc pour moi, lire, c'est déchiffrer le monde. C'est déchiffrer le monde, c'est le comprendre. Comme le Mieux comprendre. journalisme finalement. Comme le journalisme, finalement. Mais n'avez-vous pas peur de ne pas être compris, en tout cas dans la lecture, par la lecture? C'est moins mon souci que dans le journalisme. Dans le journalisme,
ma grande peur, ce serait soit de ne pas être compris, soit de ne pas être crédible. Parce qu'un journaliste qui n'est pas compris ou qui n'est pas crédible, c'est plus rien, c'est zéro. C'est ça, la crédibilité. En tant qu'auteur, ne pas être compris, c'est pas très grave. Je ne sais pas si vous avez lu la dernière de mes nouvelles, mais je facilite pas la tâche du lecteur. Mais oui. C'est une nouvelle sans espace. Et c'est pour ça que tout est... C'est ça. Voilà, donc, comme ce que je disais tout à l'heure, je veux que le lecteur fasse un bout de chemin aussi. Je ne vais pas tout lui livrer tout cru, comme dans un article où les phrases seront toutes très courtes, calibrées, avec des mots très accessibles. En littérature, vous pouvez vous permettre, et certains ne s'en privent pas, c'est pas fait pour perdre en route des lecteurs, on s'entend bien, mais de demander aux lecteurs de faire un effort aussi pour venir vers vous. Après, je crois pas qu'en l'occurrence, ces nouvelles-là soient très compliquées, au contraire, elles sont plutôt accessibles. Ouais, complètement accessibles. Et d'aller chercher les gens. Et ça marche en tout cas, vous avez réussi votre... Alors je voudrais citer le poète français Philippe Laplace, qui dit « L'écriture est un art solitaire, une vie qui s'écoule à l'ombre de nos pensées. » L'écriture est un art solitaire. Harry Rosalmack, êtes-vous seul? Parmi les aphorismes et les punchlines que j'ai écrits sur Instagram, il y en a une qui dit en substance « Je suis jamais seul, j'ai toujours mon esprit avec moi. » Ben voilà. Et mon esprit, il est peuplé. Donc non, je suis jamais seul. Vous n'avez pas peur de la solitude? Parce que c'est pas la même chose, être solitaire et solitude. Non, j'ai pas peur de la solitude. Je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un qui a besoin des gens. Encore une fois, j'ai naturellement cet équilibre qui me pousse à aller vers les gens, à apprécier la compagnie des gens, sans avoir peur de moi-même et de tout ce que j'ai en moi à pouvoir, à un moment, digérer. Et j'ai besoin des deux, en fait. Vous avez besoin des deux pour un équilibre, ça fait votre équilibre. Revenons à la lecture. Le grand philosophe Francis Bacon affirme « La lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude. » Êtes-vous baconien? Ouais. Je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre. Non, mais c'est vrai que l'écriture, c'est un exercice d'exactitude. C'est pas le seul, mais c'est un exercice d'exactitude. La lecture, il dit quoi la lecture? La lecture apporte à l'homme plénitude. Oui, complètement d'accord. Le discours assurance. Et le discours assurance, même s'il faut quand même de l'assurance pour projeter le discours. Donc là, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais... Ouais, est-ce que c'est une définition que vous pourriez attribuer aux journalistes que vous êtes? Parce que à la fois, vous mariez la lecture, le discours et l'écriture, finalement. Oui, c'est tout à fait juste. L'écriture, il parle du discours assurance, de l'écriture exactitude. C'est le travail du journalisme d'être le plus exact possible. Tout à l'heure, on parlait de vérité, d'être le plus, au plus proche, finalement, de l'actualité. Alors, Harry Rosalmack... Ce qui est possible dans la mesure où le journaliste décrit du factuel. Le journaliste décrit rarement de l'émotion, parce que c'est facile d'être exact pour décrire du factuel. C'est plus compliqué quand vous êtes un auteur et que vous voulez décrire une émotion ou un mélange d'émotions, parce que les émotions sont souvent entremêlées. Là, c'est un exercice qui est plus compliqué. Qui est plus compliqué. Harry Rosalmack, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever. Cependant, j'ai une question sur la jeunesse. Vous êtes, je dirais, un amoureux de l'humain, de toutes les personnes qui vous regardent, et vous vous adressez aux jeunes. L'éducation est quelque chose pour vous d'important. Comment peut-on éduquer actuellement par la lecture et l'écriture? Quel est pour vous finalement comment éduquer par la lecture et l'écriture? Parce que beaucoup de jeunes, en tout cas je le vois, lisent de moins en moins et sont devant les jeux vidéo, leur écran,
les réseaux sociaux, etc. J'ai 3 enfants, donc je sais ce que c'est. Voilà, c'est ça. Je sais ce que c'est et c'est facile de prononcer des paroles telles que je vais en prononcer dans quelques secondes. C'est beaucoup plus compliqué de les mettre à exécution, y compris au sein de sa propre famille. Après, je pense pas qu'il faille s'escrimer à lutter contre des tendances aussi fortes que l'importance et la force de l'image, de la vidéo et de ces nouveaux moyens de communication. Il faut faire partie de leur vie et qu'ils les manipulent avec habileté, qu'ils les connaissent et c'est pas forcément négatif. Après, effectivement, il faut pas oublier ce qu'il y a d'important, de fort et de bien dans ce qu'il y avait avant eux, et dont ils doivent aussi prendre la charge. Il faut qu'ils prennent les nouveautés qui sont sur leur passage sans oublier toutes les bonnes choses qu'il y a derrière. Donc c'est un mouvement qui est pas... Enfin voilà. Euh, oui, la lecture est essentielle. Oui, ce que je dis aux jeunes et à mes enfants, c'est que la vérité profonde est dans les livres. La vérité profonde, elle est rarement dans les vidéos, dans les témoignages. Elle est dans les livres. Parce qu'il y a des gens qui, avant nous... En fait, un livre, c'est un legs. Un enfant qui va naître en 2010, il a la chance d'avoir eu avant lui des gens qui ont été confrontés à plein de situations, qui ont réfléchi à plein de choses, qui ont trouvé plein de réponses qui existent déjà. Oui. Si la vie, c'était à chaque fois repartir de zéro sans ce que les autres nous ont laissé avant, ce serait terrible. Eh bien, les gens qui ne lisent pas, ils font ça. Ils partent dans la vie de zéro from scratch et non. On a cette chance d'avoir des générations et des générations qui ont réfléchi, qui ont trouvé des réponses, Consultons-les, ça nous fait gagner du temps. Et ça fera de meilleurs humains à la fin, parce que ils auront les réponses d'autres, plus les leurs. Et c'est ça, comme ça qu'une civilisation évolue, je pense. Si on arrête de récupérer cet héritage-là, derrière, c'est quoi ? C'est la chute, c'est la fin. Et donc, c'est hyper important, effectivement, que les jeunes aient conscience de ce patrimoine à partager. Et ils se partagent essentiellement par la lecture. Oui. Parce qu'au XIIIe siècle, on ne faisait pas de vidéo. On ne faisait pas de selfie. C'est ça, exactement. Alors, Harry Roselmack, ma dernière question. Quel message, à tous les milliers de jeunes qui vous écoutent, quel message pouvez-vous aujourd'hui leur adresser à tous ces jeunes et ces étudiants qui ont vécu... comme beaucoup d'entre nous, des moments difficiles avec cette pandémie, mais plus particulièrement eux qui ont été obligés d'arrêter une partie de leurs études, se retrouver complètement confinés chez eux, etc. Quel message d'espérance vous pouvez leur donner aujourd'hui ? Alors c'est vrai que pour certains, cette période a été particulièrement difficile, j'en ai bien conscience, on l'a montré par nos reportages, donc je suis bien placé pour le savoir. Maintenant, c'est le propre de l'humanité de s'adapter, de rebondir. On parle de résilience, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité anthropologique, puisqu'on fait l'anthropologie. Enfin. Et donc, voilà, la vie, c'est la renaissance, c'est le fait de repartir, même si certains projets ont été ralentis ou ont été stoppés pendant un temps, il faut savoir repartir. Et j'ai eu une petite réflexion sur le titre de ce moment qui m'a fait penser à un palindrome. Vous savez, les palindromes, c'est les mots qu'on peut lire dans les deux sens. Oui. Et voilà, le titre, c'est « Devenir pour agir ». Moi, j'ai envie de dire aux jeunes qu'il faut agir pour devenir. C'est ce que moi, je continue à faire et c'est ce que eux, je les invite à faire. Magnifique, les amis. Agissons pour devenir, comme dit notre ami Harry Roselmack. Harry Roselmack, merci, un infini merci, un très grand merci pour ce moment. Merci à vous. Je voudrais terminer par un très grand écrivain français que vous avez connu, Jean d'Ormesson. Ouais. Et voilà ce que dit notre ami Jean d'Ormesson. Oublie tout ce que je t'ai dit et ne retiens que ceci. La vie est merveilleuse. Il faut tout trouver en toi-même, la justice, le bonheur, la simplicité et la grandeur. Harry Roselmack, je crois que vous avez tout en vous. Vous avez la justice, le bonheur, la simplicité, la grandeur. C'est ce que vous venez de nous offrir à travers J'aime Jean d'Ormesson en tout cas.
Eh ben, en tout cas, nous, on aime ce que vous avez en vous, le bonheur, la simplicité, la grandeur. Vous venez de nous l'offrir pendant cette interview. Un très grand merci. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Et merci pour votre amour pour l'humain avant tout, qui transpire à travers votre personne. Merci Et beaucoup pour ces vraiment, mots et merci pour ce moment très, très enrichissant. c'est réciproque. Et puis, nous vous retrouvons dimanche prochain dans 7 à 8. En tout cas, un très grand merci, Harry Merci à Roselmack. vous. Merci.